Bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble dans Non-Stop jusqu'à 17 h. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, Glasgow et le monde marchent à nouveau pour le climat. Au total, plus de 200 événements ont lieu à travers la planète pour demander une justice climatique. Alors que la COP26 se tient actuellement à Glasgow, à Paris, ça se passe devant l'hôtel de ville où nous serons dans un instant avec Fanny Regnault. Emmanuel Macron va faire un point sur l'épidémie de Covid en phase de reprise. Le président de la République s'exprimera mardi soir à 20 h. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV. Que peut annoncer le chef de l'État? Le point dans ce journal avec Anne-Sora Dubois. Pendant ce temps-là, Jean Castex fait lui des annonces en déplacement en Haute-Savoie pour sauver la saison de ski. Le port du masque sera obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques. Le pass sanitaire, lui, ne sera obligatoire que si la situation se dégrade, si le taux d'incidence national dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants. Il reposera le pied sur Terre lundi. Thomas Pesquet et 3 autres astronautes quitteront la Station spatiale internationale demain après avoir passé 6 mois dans l'espace. Reportage à suivre dans ce journal. Ils veulent des actes et pas du blabla. Des centaines de manifestations pour le climat sont organisées aujourd'hui partout dans le monde. Journée de rassemblement notamment à Glasgow. Vous le voyez, image en direct. Glasgow où se tient actuellement la COP26 donc en Écosse. Des manifestations également à Londres, à Sydney ou à Mexico. Et en France, à Paris ou encore à Caen. Paris, la manifestation a lieu devant l'hôtel de ville. On va retrouver dans un instant Fanny Regnault. Fanny, vous êtes sur place. Quel est l'objectif de ces rassemblements et qui sont les participants ? Les participants, ce sont tout simplement de nombreuses associations écologiques, bien évidemment, Greenpeace, L214 notamment, beaucoup d'associations anti-nucléaires. Vous le voyez, c'est un rassemblement qui a duré de midi à 14 h. Il touche à sa fin maintenant, un rassemblement qui s'est tenu devant l'hôtel de ville. Les organisateurs nous ont expliqué qu'ils ont un petit peu changé le processus habituel. Il ne s'agissait pas d'une marche pour le climat, comme on a pu le voir ces derniers mois, mais d'un rassemblement statique dans un lieu stratégique, symbolique, qui est l'hôtel de ville de Paris. Pour parler de ce rassemblement en pleine COP 26, je suis avec Jean-François Juliard, qui est le directeur Greenpeace France. Pourquoi c'est particulièrement important de se mobiliser aujourd'hui ? Parce qu'en fait, effectivement, on est au milieu de cette COP, donc c'est 2 semaines de conférence mondiale pour le climat. Et ce qu'on constate, c'est que l'action des dirigeants du monde entier n'est pas à la hauteur de l'urgence climatique. Si on écoute les promesses et les engagements des chefs d'État, on se dirige vers un réchauffement de 2,5 à 2,7 degrés, avec beaucoup de conséquences, beaucoup de phénomènes climatiques extrêmes. Donc on est là pour leur demander de mieux faire, de revoir leur copie et d'avoir plus d'ambition et de mener des actions qui soient à la hauteur de cet enjeu climatique. C'est pas en bonne voie selon vous ? Non, ce n'est pas en bonne voie si on en juge par les déclarations des uns des autres. Alors il y a encore une semaine de négociations, mais on sait aussi qu'il ne faut pas attendre de toute manière tout de ces conférences mondiales pour le climat qui se répètent année après année. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, pour rappeler qu'il y a une mobilisation citoyenne, qu'il y a une pression sociétale aujourd'hui. Alors là on est en France, mais il y a des manifestations et des rassemblements comme ça aujourd'hui un peu partout dans le monde, pour toujours essayer de pousser les dirigeants politiques à faire mieux, de pousser les dirigeants des grandes entreprises qui ont une responsabilité aussi à faire mieux, et leur rappeler qu'on ne lâchera rien, qu'on sera là pour se mobiliser et continuer à appeler à de vrais plans d'action pour lutter efficacement contre la crise climatique, la crise de la biodiversité, toutes les crises environnementales. Merci beaucoup, Monsieur Juliard. Et donc, l'action phare de ce rassemblement ici, en plein cœur de Paris, ça a été une immense banderole. Difficile de vous la montrer parce qu'elle est très très grande. Il faudrait avoir une vue en hauteur pour se rendre compte de ce qu'il y a dessus. Mais je vais vous la décrire. C'est le portrait tout simplement des 10 chefs d'État qui, selon ces associations, eh bien, ont la plus grande responsabilité dans la crise climatique. En tête, pas de surprise, le président des États-Unis, Joe Biden. Il est suivi de très près par le président brésilien, Jair Bolsonaro. Emmanuel Macron arrive, lui, en 4e position. Merci Fanny Regnault en direct de l'hôtel de ville à Paris avec Adrien Fache pour BFM TV. Plusieurs candidats à la présidentielle, on parle politique à présent, sont présents dans cette manifestation parisienne. C'est le cas notamment de Jean-Luc Mélenchon qui sera en direct avec nous à 14 h 30 ou encore de Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts qui de son côté demande plus d'action sur ce sujet.
La prise de conscience est là et puis surtout les Françaises et les Français le vivent au quotidien. Maintenant le dérèglement climatique, on a eu tout l'été toutes les séquences dans le monde entier et au plus près de nous sur les méga-feux, sur les inondations, sur les canicules, les sécheresses. Nos paysans ont tellement souffert le printemps et l'été dernier. Donc le dérèglement climatique, il est là. Simplement ce qu'attendent les Françaises et les Français aujourd'hui, et bien sûr au-delà de la France, c'est de l'action. L'autre grand titre de l'actualité de ce samedi, c'est cette 5e vague de Covid qui menace la France et ce record des inscriptions sur la plateforme Doctolib hier pour obtenir une 3e dose de vaccination, une dose de rappel au moment où on apprenait qu'Emmanuel Macron allait s'exprimer mardi soir à 20h. Allocution à suivre évidemment en direct sur BFM TV. Il sera question des moyens pour faire face à ce début de rebond épidémique. Et avec cette question, mardi soir, que pourrait déclarer le chef de l'État? Élément de réponse dans ce reportage de Camilla Giudice. Parmi les sujets sur la table pour l'allocution d'Emmanuel Macron mardi, la 3e dose de vaccin. Pour l'heure, 3,4 millions de personnes ont reçu un rappel, c'est moins de la moitié de la population éligible. L'exécutif réfléchit donc à comment inciter ceux qui n'ont pas encore pris rendez-vous. L'Élysée conçoit, et je parle là de communication, conçoit ce qui va se passer mardi soir comme une sorte de miroir du 12 juillet. Le président de la République avait annoncé le pass sanitaire, mais ça avait créé un électrochoc. Il y a beaucoup de Français, des millions de Français, qui hésitaient encore à se faire vacciner. Il l'avait fait dans la foulée. Plusieurs hypothèses de travail sont avancées. Rendre invalide le pass sanitaire des personnes éligibles qui n'auraient pas reçu la 3e dose, ou encore ouvrir cette dose de rappel progressivement à toute la population. Cette dernière idée ne fait pas l'unanimité chez ces Français que nous avons interrogés. Moi, je me suis déjà passé de la première et de la deuxième, donc je me passerai de la 3e, c'est sûr. J'en ai fait 2, donc la 3e, je la ferai sans problème. Pour conserver le pass sanitaire, j'accepterais effectivement la 3e dose. Mais la 3e dose n'est pas la priorité pour lutter contre la reprise de l'épidémie, selon cette médecin. On parle d'une épidémie de non-vaccinés. Donc, avant de mettre la pression, alors pas sur une immunité qui a disparu, mais une immunité décroissante, il faudrait peut-être mettre l'accent sur les personnes qui sont vulnérables et qui sont non vaccinées. En plus de la situation sanitaire, Emmanuel Macron devrait aborder d'autres sujets mardi, notamment concernant la relance économique et l'avancée des réformes. Anne-Sora Dubois nous accompagne en plateau du service politique de BFM TV. On va aller plus loin avec vous, Anne, pour savoir ce que va dire Emmanuel Macron donc, sur notamment la situation sanitaire, cette reprise épidémique du Covid. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sera sans doute une des dernières allocutions au cours de laquelle Emmanuel Macron pourra parler de la situation sanitaire en tant que président. La prochaine, ça sera les vœux. Et il y a vraisemblablement, enfin en tout cas, il y a beaucoup de chances qu'à l'issue, il redevienne candidat. Donc c'est le moment de tracer un cap en tant que président de la République qui a les manettes de la France. Premier point, évidemment, la reprise épidémique qui touche la France, mais qui touche aussi toute l'Europe. C'est toujours important, vous l'avez entendu dans les dernières allocutions qui ont été prononcées par le président de la République, de dire que ça ne touche pas que la France et que donc le fait qu'on est obligé de continuer la campagne de vaccination et de maintenir le pass sanitaire, c'est aussi une façon de le justifier, de justifier cette politique sanitaire. Eh bien, ça ne concerne pas que la France. Donc reprise épidémique avec effectivement des contaminations qui repartent à la hausse. Alors avec une inquiétude qui est tempérée parce que, contrairement aux vagues précédentes, nous avons une vaccination qui est importante désormais en France, mais une inquiétude qui remonte quand même parce que pour la première fois, cet hiver, le Covid va devoir cohabiter avec les autres virus qui sont en train de revenir sur le territoire français. Donc effectivement, le retour de la gastro, de la grippe, et tout ça évidemment c'est une source d'inquiétude supplémentaire parce que ça peut recréer de la pression sur les systèmes hospitaliers. À cette heure, dans ce que va dire le président de la République mardi, il ne devrait pas y avoir d'annonce de reconfinement. Il est dur à dire ce mot parce qu'on a du mal à le prononcer. Pas d'annonce non plus de couvre-feu et pas d'annonce de vaccination obligatoire pour tous. Et normalement, le point le plus important, bien sûr, ça sera l'appel pour la 3e dose, outre un appel à nouveau au respect des gestes barrières, encore une fois, pour limiter le retour des vaccins qui vont cohabiter avec le Covid. Pour la 3e dose, on est toujours sur le même étiage de population, c'est-à-dire les plus de 65 ans ou ceux qui ont des comorbidités. Et normalement, il ne devrait pas y avoir élargissement du panel de population concernée par cette 3e dose. En revanche, la question, c'est effectivement... Est-ce que la 3e dose pourrait être intégrée au pass sanitaire? Ça, c'est toute la question. Et à cette heure, apparemment, ça n'est pas tranché. En revanche, ça pose un problème de secret médical. Pourquoi? Parce que si vous arrivez quelque part, que vous avez moins de 65 ans et que vous présentez à quelqu'un votre pass sanitaire et donc votre 3e dose, vous signalez à la personne à qui vous présentez votre pass sanitaire que du coup, vous avez une comorbidité.
Voilà pour les sujets qui seront abordés par le chef de l'État. Et puis bien sûr, un point sans doute sur la situation hospitalière. On va essayer de tempérer un peu les messages alarmistes qui peuvent être donnés par certains médecins. Oui, il y a des manques de lits, oui, il y a des soignants qui sont épuisés, mais l'hôpital tient. C'est vraisemblablement ce que dira le président de la République mardi soir. Merci Anne-Sora Dubois. Et avec nous justement pour aller plus loin sur la question sanitaire, professeur Philippe Frogel. Bonjour, vous êtes professeur de médecine au CHU de Lille et à l'Imperial College de Londres. Justement, concernant cette troisième dose ou cette dose de rappel, comment convaincre les personnes qui sont les plus fragiles d'aller faire cette dose de rappel? On sait que beaucoup d'entre eux n'ont pas encore fait ce pas. Une des mesures envisagées pourrait être justement, on le disait avec Anne-Sora Dubois, de conditionner cette dose de rappel au pass sanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les personnes qui doivent être revaccinées, avoir le booster, sont les personnes qui bougent le moins, qui sortent le moins et donc qui sont le moins sensibles au renforcement du pass sanitaire. Par contre, il faudrait joindre toutes ces personnes de plus de 60, 65 ans, toutes les personnes qui ont des morbidités, et ça fait en tout à peu près 20 millions de Français en réalité, si on regarde de tout ça. Et leurs médecins généralistes peuvent les contacter et les convaincre. Pour l'instant, ils sont attentistes tout simplement parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait de résurgence en France. C'est vrai que la situation en France, en réalité, elle est bien meilleure qu'en Angleterre, bien meilleure qu'en Allemagne ou en Belgique. Elle est du niveau de l'Espagne, du Portugal et de l'Italie. Et c'est parce que depuis le 12 juillet, on a fait ce qu'il fallait pour avoir un taux de vaccination élevé, avoir ce pass qui est quand même un petit peu efficace, et puis de garder les masques, par exemple, dans le métro parisien ou à Lille, alors qu'à Londres, où je vais souvent, quasiment plus personne ne porte le masque. Donc, tout ça ensemble fait que la situation française aujourd'hui est bien meilleure, mais effectivement, pour combien de temps? Est-ce que, selon vous, Philippe Frogel, on est déjà dans une 5e vague ou pas? Moi, j'aurais tendance à penser qu'on est plutôt dans la continuation de la 4e, parce qu'il n'y a pas un nouveau virus. Heureusement, rien n'a supplanté le Delta avec quelque chose de pire, donc c'est à peu près la même chose. Simplement, on arrive dans l'hiver, et il y a aussi, dans certains pays, et un petit peu en France, une diminution de la vigilance, et c'est ça, j'espère, que le président Macron va expliquer. Non, ça revient. Il faut refaire attention, faire ce booster et garder les gestes barrières. Vous parliez justement de l'entrée dans l'hiver. Jean Castex, à la mi-journée, a annoncé depuis la Haute-Savoie que le port du masque sera obligatoire dans les files d'attente pour les remontées mécaniques dans les stations de ski, et que le pass sanitaire, lui, ne sera pas obligatoire tant que le taux d'incidence sera inférieur à 200 cas pour 100 000 habitants. Est-ce que c'est une décision logique ou pas, selon vous? Ce qui a été montré notamment à Manchester pour la Coupe d'Europe de football, c'est que même à l'extérieur, quand on est avec beaucoup de gens les uns à côté des autres, ce qui est le cas dans la liste d'attente, quand on attend, je veux dire, pour les remontées, on risque d'être contaminé. Donc je pense que c'est une mesure qui me paraît tout à fait logique. Merci beaucoup, professeur Philippe Frogel, d'avoir été avec nous cet après-midi en direct sur BFM TV. On en vient à présent à la politique. Une candidate à la présidentielle, et ce samedi aux côtés d'un ancien président. Anne Hidalgo et François Hollande s'affichent ensemble en Corrèze. François Hollande qui ne s'était pas privé d'égratigner la campagne de la maire de Paris. Anthony Lebos, vous êtes à Brive-la-Gaillarde pour BFM TV pour suivre ces retrouvailles. Au menu, des déambulations, des dédicaces. Pourquoi? Pour jouer la carte de l'unité sur place? C'est ça, pour jouer la carte de l'unité et montrer que la famille social-démocrate de la gauche est réconciliée, parce que c'est vrai, vous l'avez dit, François Hollande n'a épargné ni Anne Hidalgo, ni la gauche. Il avait d'ailleurs annoncé son soutien à la maire de Paris, mais sans grand entrain. Il avait aussi exprimé des critiques à l'égard de la gauche, estimant qu'elle faisait tout pour perdre cette élection. Alors il fallait forcément transformer cette séquence politique en opération réconciliation, embrassade, accolade, sourire, marque d'affection à répétition. Tout va bien, on s'est toujours entendu, nous répond Anne Hidalgo, qui a donc déambulé au marché de Tulle avec l'ancien président. Alors l'accueil fut chaleureux de la part des habitants et des commerçants, même si on a entendu dans les rues de la ville des surnoms comme Madame 5%, en référence évidemment à ces derniers sondages. Et il y a eu un échange qui résume assez bien la situation et la raison pour laquelle Anne Hidalgo est venue ici. Je cite un commerçant qui adresse ce message à Anne Hidalgo. J'ai dit à Chirac et à Hollande qu'il serait président, je vous le dis, vous serez présidente. Cette visite donc à Tulle, sur une terre où il y avait deux anciens présidents, n'a donc rien d'anodin pour Anne Hidalgo. Et quand on lui demande si elle ira jusqu'au bout, écoutez sa réponse.
Je pense qu'il y a besoin aussi, dans notre pays, d'une autre forme de leadership. Ce que l'on connaît avec cette présidence écrasante qui nie l'existence de toute la vitalité démocratique parce qu'on nous fait croire qu'un homme seul, dans son bureau, pourrait absolument gérer tout seul le pays. Donc oui, j'irai jusqu'au bout. Donc s'il vous plaît, plus la peine de poser la question. Sinon, vous allez finalement vous ennuyer beaucoup. Et on va pas s'ennuyer dans cette campagne. Avec moi, vous vous ennuierez pas. Objectif, sortir de cette pré-campagne, créer une dynamique. Quel conseil donnerait François Hollande à Anne Hidalgo ? Il répond, je cite, mais la campagne n'a même pas commencé. Avoir de mauvais sondages, c'est toujours bon signe. Évidemment, en lien avec le début de sa campagne présidentielle de 2012, où il était crédité de 3% dans les intentions de vote, et pourtant il a gagné la course à l'Elysée. Merci beaucoup. Anthony Lebos à Brive-la-Gaillarde, encore pour BFM TV avec Dominique Le Picard. Anne, c'est une opération réconciliation entre Anne Hidalgo et François Hollande pour tenter de relancer la campagne de la candidate ? Oui, d'ailleurs, quand il dit François Hollande que la campagne n'a pas encore commencé, c'est un tout petit peu inquiétant dans la bouche de l'ancien président. Si, elle a bien commencé, monsieur Hollande. Oui, opération réconciliation, parce qu'on avait entendu il y a quelques semaines les pics de François Hollande en direction de la gauche. Il fustigeait notamment, je cite, les candidatures lilliputiennes. Aujourd'hui, quand on voit Anne Hidalgo à 5% d'intention dans les sondages, c'est effectivement... Tout le monde avait compris, en tout cas, qu'il s'adressait à la maire de Paris, et d'autant plus que la campagne d'Anne Hidalgo est un peu en difficulté. Encore une fois, il n'y a pas que les intentions de vote, il y a aussi une image. Elle a du mal à se départir de son image de maire de Paris, donc citadine, et puis un peu du mal aussi à aller au contact des Français. Donc elle est critiquée aussi pour ça. Elle a un démarrage de campagne qui est finalement assez difficile. Concernant François Hollande, c'est un peu une particularité. Pendant des années, il a fallu absolument, du côté de la gauche, se détacher de l'image de François Hollande. Souvenez-vous du droit d'inventaire qu'avait déclenché Olivier Faure, secrétaire général du Parti Socialiste. En clair, on va solder les comptes avec ce quinquennat catastrophique. On va garder des éléments, mais il y a beaucoup d'éléments qu'on va mettre de côté. François Hollande, on n'en parle plus. Ça n'est plus le président. Maintenant, on passe à autre chose. Et on sent bien que dans ce début de campagne où la droite est très présente, il y a quand même, malgré tout, à ce moment de la campagne, besoin de se raccrocher à des figures un peu tutélaires, c'est-à-dire l'ancien président de la République, le dernier président de la République de gauche, puisqu'Emmanuel Macron, maintenant, a largement, lui, fait son droit d'inventaire avec ce quinquennat. Donc, il y a besoin d'avoir une image, un peu un symbole, se raccrocher à celui qui, la dernière fois, au sein de la famille de la gauche, a réussi sa conquête à l'Élysée. Donc, c'est l'objet de cette réunion avec Anne Hidalgo. Est-ce que ça va suffire ? Rien n'est moins sûr, parce que François Hollande, aujourd'hui encore, n'a pas une image détachés de toute critique auprès du peuple de gauche. En tout cas, eux, ce qu'ils veulent, c'est additionner leurs images et la symbolique de leurs images pour essayer, effectivement, encore une fois, de faire redémarrer un peu la campagne d'Anne Hidalgo. Merci beaucoup Anne-Sophie Dubois. Et pour clore cette page politique, notez bien ce rendez-vous sur BFM TV demain. Et Éric Zemmour sera l'invité de BFM Politique à midi. Invité événement, il répondra aux questions de Jean-Baptiste Boursier. On prend un peu de hauteur à présent, on part dans l'espace. Thomas Pesquet sera de retour sur Terre lundi à la mi-journée, heure de Paris. La NASA a confirmé ce planning cette nuit. L'astronaute français qui termine la deuxième mission de sa carrière en orbite avec 3 autres astronautes. Il quittera donc cette station spatiale internationale demain après avoir passé plus de 6 mois dans l'espace. Jordan Ray. Voir la surface de la Terre s'arrondir à l'horizon, Thomas Pesquet ne va plus pouvoir en profiter. Après avoir passé plus de 6 mois dans l'espace, l'équipage de Crew 2 quittera la Station spatiale internationale ce dimanche et amérira au large de la Floride lundi. Les 4 astronautes rentreront donc sur Terre avant l'arrivée à bord de l'ISS de l'équipage de Crew 3, dont le décollage a été plusieurs fois retardé. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des retards successifs pour le décollage de l'équipe de relève. Alors d'abord, il y en a eu un qui était dû à la météo, le premier retard, parce que la météo sur l'Atlantique Nord était mauvaise. Et il y a eu un problème de santé d'un des 4 astronautes. Il ne précise pas ni l'astronaute, ni le problème de santé, il dit juste que c'est mineur. Un retour sur Terre de l'équipage de Crew 2, qui devait se faire avant le 11 novembre, date d'utilisation optimale de la capsule pour rentrer. C'est une date cible, effectivement, il y a aussi un délai de conditionnement de cette capsule pour les missions suivantes. Et c'est là où c'est très important de ne pas perturber le calendrier de manière à ce que les missions qui suivent, elles restent dans le planning. Pour Thomas Pesquet, ce retour signe la fin de sa deuxième mission à bord de la Station spatiale internationale. L'astronaute rentre avec le sentiment du devoir accompli. Je
L'objectif est d'utiliser cette mission comme un tremplin pour de futures explorations et d'apprendre à voler encore plus loin et plus profondément dans l'espace. Je pense que nous avons obtenu de nombreux résultats et que la mission est un succès. Avec cette deuxième mission, Thomas Pesquet devient l'astronaute français ayant passé le plus de temps dans l'espace. Dans l'actualité également de ce samedi, Jean-Luc Lahaye a passé une première nuit en prison. Le chanteur vedette des années 80 a été mis en examen hier pour viol sur mineur et placé en détention provisoire. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé, pour l'instant dans un quartier isolé de la prison. Son avocat a regretté ce samedi auprès de l'AFP que, je cite, l'ensemble des investigations aient été réalisées à charge. L'actualité à l'étranger, à présent en Allemagne. Plusieurs personnes ont été blessées ce samedi dans un train en Bavière lors d'une attaque au couteau dont l'auteur présumé, un homme, a été interpellé et pour l'instant dont le mobile reste encore indéterminé. Au moins 3 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. Restez avec nous sur BFM TV dans le prochain journal. Nous évoquerons donc le retour sur Terre de Thomas Pesquet. Ce sera lundi. L'astronaute français quittera demain la Station spatiale internationale après plus de 6 mois passés à bord. Dimanche. Recherche, diagnostic, traitement, financement. La médecine est en mouvement. Les nouveautés en matière de santé dans Prenez soin de vous. Dimanche sur BFM TV. Regardez votre programme avec Onatera.com. 75% des Français manquent de vitamine D. La vitamine D, l'allié naturel de vos défenses immunitaires. Les aléas de la vie. Personne ne peut savoir ce que la vie nous réserve. Des belles surprises ou des coups durs. Et comme dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière, mieux vaut prévoir. Prévoir pour que la vie puisse continuer, même si on n'a pas tous les mêmes moyens. Pour Maïf, rendre la protection de la famille plus accessible, c'est ça être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. Des inoubliables aux inattendus. Nous imprimerons vos plus belles histoires dans les moindres détails. Profitez dès maintenant de 50% de réduction. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent. Vous êtes dans un cocon, un endroit refuge. Carole, qu'entends-tu dans ton endroit refuge? Ah non. On avait dit pas la Citroën électrique. On va tous se garer sur le bas-côté. Pas facile d'oublier l'expérience électrique Citroën. Nouvelle Citroën IC4 électrique à partir de 299 € par mois. Découvrez la gamme électrifiée Citroën. 15 millions. C'est le nombre de Français qui est un proche. 15 millions qui doivent organiser leur vie en conséquence. 15 millions qui n'ont pas le droit d'être absents. 15 millions pour qui la caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile. En proposant de l'aide à domicile pour vous remplacer en cas de soucis de santé. Caisse d'épargne, vous êtes utile. On est super bien chez toi, Marco. J'ai fait installer des radiateurs électriques Atlantique et depuis, il fait super bon à la maison. Atlantique, on est bien chez vous. Vous recherchez un métier d'avenir? Vous souhaitez prendre de la hauteur? Devenez technicien de toiture Attila. Un métier de terrain qui allie analyse, technique, conseil et relations clients. Avec le réseau Attila, votre formation est assurée. De nombreux postes sont à pourvoir sur toute la France. Postulez dès maintenant sur attila.fr. Cofidis présente préjugé numéro 6. Les femmes ont toujours froid. Préjugés. Pour le crédit aussi, oubliez vos préjugés. En ce moment, profitez d'un taux à 2,99% sur 48 mois. Chez Cofidis, votre demande de crédit est 100% en ligne. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Jerry's here! Jerry! Hey. Good to see all of you, yes. Pourquoi Jerry est si populaire? Eh bien, c'est comme ça depuis qu'on utilise Workday. Comment ça? Ça nous permet de développer d'excellentes relations avec nos fournisseurs. Et maintenant, partout dans le monde, ils adorent tous Jerry. Ouais, il l'adore. Workday, le système finance, RH, planification et achat pour un monde qui change.
Waouh, c'est ta voiture ça? Ouais, acheté sur Aramis Auto, que 20 km au compteur. Hein. Et surtout, je l'ai eu pour beaucoup moins cher que la neuve. Mais enfin, elle a un petit défaut quand même. Elle est pas super bien garée. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Vendez votre voiture.fr. C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Faites le plein d'émotions sur OCS. 4 chaînes et tous les programmes à la demande. Toi, t'as l'occasion unique de faire changer les choses. Des séries et des films inédits. And tout OCS, où vous voulez et quand vous voulez. OCS, vous êtes fan. Yes. Nous aussi. I'm putting the work all day. Them man are doing this thing part time, now I'm doing this thing all day. I'm putting the work all day. I'm putting the work all day. Look, nah, I don't care what you think or say. I'm putting the work all day. I'm putting the work all day. – 14h24 sur BFM TV, on parle sport avec de la voile et la 15e édition de la Transat Jacques Vabre, une course transatlantique en double emblématique. Demain, c'est le départ à 13h27 précisément du Havre, en direction de la Martinique. Maureen Lehou, on vous retrouve, vous êtes dans les allées. L'ambiance monte, on imagine, progressivement avant le départ demain ? Et oui, effectivement, on retrouve les plaisirs d'un village de départ. On se souvient, le Vendée Globe, c'était à huis clos. Et ici, au Havre, vous le voyez sur ces images, les passants reviennent, les familles aussi, parce que c'est encore les vacances, comme Christian et Léandre qui a amené ses 2 fils. Christian, c'est toujours un moment particulier. C'était important pour vous d'amener vos enfants ici? Oui, alors comme tous les 2 ans, on vient en famille. La maman n'est pas là aujourd'hui, mais bon, et pour faire découvrir aux enfants les bateaux, le plaisir de la voile et puis le village, l'ambiance du village qui est superbe. Et Léandre, c'est un petit fin connaisseur. Léandre, c'est un plaisir pour toi de venir là voir les bateaux. Oui, parce que j'ai beaucoup suivi le Vendée Globe, donc j'ai beaucoup aimé. Donc, comme tous les 2 ans, oui, on vient ici et on admire les bateaux. Ils sont beaux ces bateaux. Oui, surtout les ultimes qui sont dans un autre bassin. On admire. Il a toute la technique, Léandre. Les ultimes, ce sont ces très gros bateaux qui vont très vite. Merci beaucoup. Bonne balade de ce village ici au Havre. Et vous le voyez, vous le reconnaissez peut-être ici, Maître Coq avec Yannick Bestaven, notamment accompagné de Jean-Marie Doris. Yannick Bestaven, c'est celui qui avait remporté le Vendée Globe il y a quelques mois. Et il repart demain, donc pour peut-être aller chercher un nouveau titre avec cette Transat Jacques Vabre. En tout cas, oui, très belle ambiance ici au Havre à J-1 de ce départ de la Transat Jacques Vabre. Et on suivra bien sûr ce départ demain. Merci beaucoup Maureen Lehou, donc au Havre pour BFM TV, avec Clément Gros-Denier. Un point sur la météo tout de suite. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. Beaucoup de nuages, de la grisaille et le retour de quelques gouttes de pluie. Voilà comment résumer les prochaines heures sur la France. Regardez cette nouvelle perturbation qui se rapproche en ce moment des côtes de la Manche avec des nuages et parfois quelques gouttes de pluie. Des gouttes de pluie que l'on retrouvera en tout cas pour ce dimanche matin entre les départements bretons, le bassin parisien et le nord-est. À l'avant, beaucoup de nuages avec en plus quelques brumes et brouillards. Finalement, il faudra partir ici sur les Alpes du Nord ou encore en redescendant vers le golfe du Lion pour retrouver un ciel presque totalement bleu. Oui, mais regardez le vent qui va se renforcer jusqu'à 100 voire 110 km/h pour la tramontane. Et puis attention à l'instabilité également qui va de nouveau apparaître sur l'île de Beauté avec quelques orages et aussi de bonnes rafales de vent. Dans le courant de l'après-midi, encore beaucoup de nuages ici entre Nouvelle-Aquitaine et Alsace. D'ailleurs des pluies un petit peu plus continues en allant vers les Pyrénées où il neigera dès 1500 mètres d'altitude. Sinon ailleurs très peu de changements avec le retour quand même d'éclaircies un peu plus prononcées entre le nord de la Bretagne et la mer du Nord. La température, elle n'est pas très chaude en ce moment par endroit et ça se confirme avec la masse d'air qui est bien
bien bleu, notamment ici sur les régions centrales. De bonnes gelées à prévoir ce dimanche matin dans le département du Cantal avec moins 3 degrés. Il va geler aussi en altitude, principalement sur les Alpes, avec du moins 5, moins 6 degrés dès 1000 mètres d'altitude. 8 degrés, heureusement, c'est beaucoup plus positif en allant vers le bassin parisien. 9 degrés ici pour la Bretagne, jusqu'à 13 pour l'île de Beauté. Et regardez dans le courant de l'après-midi, ça grimpe un côté thermomètre. On va retrouver, voire dépasser les 20 degrés sur la Côte d'Azur. Il va faire assez doux aussi dans le nord-ouest du pays, ici en Bretagne, 14 à 15 degrés, 16 même pour les Nantais. Toujours un petit peu plus frais ici entre le Massif central et le nord-est de la France. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. Bientôt 14h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Après 6 mois au sein de la Station Spatiale Internationale, Thomas Pesquet mettra pied à terre lundi avec 3 autres astronautes embarqués dans la mission Alpha. Nous serons au Salon de l'Astronomie de Montrouge en région parisienne dans ce journal avec Lisa Adef. De nouveaux rassemblements pour la justice climatique sont prévus ce samedi un peu partout dans le monde. À Glasgow, où se tient la COP26, à Londres, Sydney, Mexico. En France, à Paris, Marseille, Toulouse ou Rennes, la manifestation parisienne a lieu devant l'Hôtel de Ville. Port du masque obligatoire dans les remontées mécaniques ou encore passe sanitaire si le taux d'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants partout en France. Ce sont les annonces qui ont été faites par Jean Castex à la mi-journée, le Premier ministre qui était en déplacement en Haute-Savoie pour sauver la saison du ski. Et face à la reprise épidémique en France, Emmanuel Macron va prendre la parole mardi à 20h, sera à suivre en direct sur BFM TV. Que faut-il en attendre? Nous en parlerons dans ce journal avec Anne-Sora Dubois. L'astronaute préféré des Français de retour sur Terre dès lundi, Thomas Pesquet, qui rend aujourd'hui son commandement de la Station Spatiale Internationale, qu'il quittera demain, peut-être même pour la dernière fois. Oui, c'est la fin de 6 mois de la mission Alpha qui laisse à l'astronaute, je cite, un sentiment doux, amer. Ce sont ses propres mots. Alors comme le décollage, un retour sur Terre, eh bien, ça se prépare. Les explications de Nathalie Tonjod, qui était l'invitée de BFM TV. Ils se sont entraînés pendant des mois avant de partir. Donc, ils vont prendre la checklist et se préparer. Alors, on a déjà vu qu'ils avaient sorti les costumes. Ils vont aussi mettre en place, remettre en configuration la station pour la prochaine et pour le prochain équipage, puisque finalement, normalement, ils devaient se trouver ensemble dans la station et il n'y aura pas de ce qu'on appelle un overlap entre les deux équipages. Donc, ils vont tout préparer de manière à ce que ça se passe de manière optimale pour les suivants. Et sur la terre ferme, on vous retrouve Lisa Adef, vous êtes à Montrouge en région parisienne pour BFM TV. Les participants du festival d'astronomie Explore Espace, c'est là que vous vous trouvez, sont-ils impatients, on l'imagine, du retour de Thomas Pesquet ? Alors on ne sait pas s'ils sont impatients du retour, en tout cas ça les intéresse, ça c'est sûr, parce que regardez le salon, il y a pas mal de monde. Évidemment, on a la copie conforme d'un astronaute ici au salon en attendant d'avoir le véritable Thomas Pesquet ici de retour en France. Et on va vous emmener en immersion. Venez regarder avec Sonia Reynaud, on vous a préparé un petit truc sympa. Ici, on arrive sur la Lune. On va essayer de vous montrer ça parce que c'est une vraie immersion sur la Lune, c'est pas forcément évident à montrer. Bonjour Pierre, vous êtes animateur de cette activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Alors ici aujourd'hui nous donnons l'opportunité au public avec Immersive Adventure de s'entraîner comme le futur astronaute Thomas Pesquet qui ira sur la Lune. Donc nous avons plusieurs planétariums sur le site, planétarium Sirius et Épinal qui sommes présents. Et justement nous sommes avec Rémi qui s'amuse à piloter le rover lunaire que Charles Duke a piloté également sur Apollo 16. Bon alors on va aller vous voir Rémi, racontez-nous ce que ça fait de piloter sur la Lune. C'est la première fois que je pilote sur la Lune, bizarrement, et c'est plutôt très sympa. Bon là on s'est pris une météorite pas loin et voilà, j'avance sans me poser trop de questions. On s'est pris une météorite, donc c'est quand même plus sympa que ce soit de la fiction et pas la réalité, ou ça vous branche quand même en vrai? Ça dépend à quelle distance on se prend la météorite, mais là du coup en fiction c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Très concrètement, vous suivez un peu les activités de Thomas Pesquet. Est-ce que vous êtes très impatient de son retour? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Alors ça m'intéresse beaucoup, je suis passionné par l'espace, l'astronomie. Impatient de son retour, écoutez, moi j'aimais bien quand il était dans l'espace, du coup ça fait un truc à suivre, quoi. Voilà, et je suis content pour lui qui rentre. Je crois qu'il rentre demain, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et vous, justement,
animer cette activité? Comment vous en parlez aux gens? Alors les séances sont complètes depuis ce matin, c'est impressionnant, le public est très enthousiaste et surtout là on s'amuse en fait, on n'est pas en train de faire des sciences, on fait des sciences en s'amusant. On provoque des phénomènes un peu bizarres comme une météorite qui s'écrase sur la Lune en feu et qui fait du bruit, donc bien sûr c'est totalement impossible, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, donc en provoquant des phénomènes anormaux, on arrive à initier les gens aux sciences de manière ludique. Merci beaucoup. On va vous remontrer sur les images de Sonia Regnault cette petite immersion sur la Lune pour que vous en profitiez quelques dernières secondes. Et puis normalement, on espère la prochaine immersion à voir, ce sera sur Mars. Il y a encore du chemin à faire, mais ça devrait le faire. Merci beaucoup Lisa Adef. Très sympa cette expérience effectivement pour se rendre compte de cette vie sur la Lune. Peut-être qu'un jour Thomas Pesquet ira sur la Lune. Vous êtes avec Sonia Regnault, Thomas Pesquet donc qui sera en attendant de retour sur Terre lundi. Il était, on le rappelle, sur la Station Spatiale Internationale depuis plus de 6 mois. On en vient à présent à cette première semaine de la COP26 de Glasgow, la grande conférence de l'ONU sur le climat, avec ses rassemblements pour la justice climatique qui ont lieu aujourd'hui dans la ville écossaise où 50 000 participants sont attendus, dont la jeune militante suédoise Greta Thunberg, mais aussi un peu partout dans le monde. Oui, vous voyez ces images en direct, elles sont de Londres où également plusieurs milliers de manifestants sont réunis, comme on le disait un peu partout en France et dans le monde, pardon. En France, c'est notamment le cas à Paris ou encore à Rouen, des mobilisations pour demander moins de blabla des autorités, des mesures concrètes et immédiates contre le dérèglement climatique. D'ailleurs, parmi ces participants à la manifestation parisienne, il y a Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise à la présidentielle, qui, à l'instar de Greta Thunberg, demande des actes et pas de blabla. Alors tous les ans, au secours, la planète plan feu, blablabla. Et puis, 26 ans après la première COP, résultat de l'affaire, 40% de CO2 de plus dans l'atmosphère. C'est-à-dire que on n'a pas les résultats. Donc le côté invocation, tralala diplomatique, bavardage écologique, par des gens qui n'en pensent rien, ça suffit. Et donc maintenant, il faut passer à une diplomatie contraignante. C'est-à-dire on a un accord, celui qui ne le respecte pas, il a ce qui se passe d'habitude. Il y a un jugement, il est puni pour ça. Voilà donc pour ces manifestations climat ce samedi. Dans l'actualité également, cette opération réconciliation entre Anne Hidalgo et François Hollande. La candidate socialiste à la présidentielle est aujourd'hui en campagne en Corrèze, sur les terres de l'ancien président. Et à ses côtés, en pleine déambulation dans les allées d'un marché de Tulle, François Hollande a affirmé son soutien à l'actuel maire de Paris. Une campagne, ça commence tôt et c'est la fin qui compte. Trop tôt cette campagne, c'est ce que vous Là, trop tôt parce que d'abord tous les candidats ne sont pas déclarés, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Ensuite parce que les débats ne sont pas encore sur les projets, donc ça viendra à partir du mois de janvier, février, quand le choix se présentera. Pour l'instant, on est vraiment même pas dans les préliminaires. Et aujourd'hui, c'est un soutien clair? C'est un soutien qui a toujours été clair. À noter que la visite d'Anne Hidalgo et de François Hollande se poursuit cet après-midi avec la foire du livre de Brive-la-Gaillarde ou encore ce soir la fête des roses à Malmont. On en vient à présent à ces considérations sanitaires. Retour des masques dans les écoles de 39 départements français dès lundi. La hausse des cas de Covid-19 est en effet bien réelle. Plus 20% de contamination en une seule semaine. Le gouvernement continue donc d'adapter ses mesures de lutte contre le Covid. Avec une annonce faite par Jean Castex aujourd'hui. Jean Castex en déplacement à la mi-journée en Haute-Savoie, qui a fait des annonces pour garantir une saison digne en montagne. Et notamment, il a annoncé que le masque serait obligatoire dans les fils des remontées mécaniques ainsi que dans les remontées mécaniques. Le pass sanitaire, lui, sera exigé si la situation se dégrade, c'est-à-dire si on en atteint les 200 cas pour 100 000 habitants. Et puis l'autre également information concerne les inscriptions sur la plateforme Doctolib. Hier, pour obtenir une 3e dose de vaccin, une dose de rappel, vous le voyez, 61% de prise de rendez-vous sur Doctolib en une semaine et 63 000 sur la seule journée d'hier. Des inscriptions en augmentation au moment où on apprenait qu'Emmanuel Macron allait s'exprimer mardi soir à la télévision à 20h, allocution à suivre évidemment en direct sur BFM TV. Il sera question des moyens bien sûr pour faire face à ce début de rebond épidémique. Et c'était la crainte de cette annonce, on en parlera dans un instant avec Anne-Sora Dubois, peut-être mardi, concernant les mesures sanitaires à adapter. Avant d'en arriver là, les autorités sanitaires, elles, alertent surtout sur les relâchements des gestes barrières, car une 5e vague de l'épidémie pourrait bien apparaître d'ici cet hiver. Jérémy Charrier, Anne-Sophie Varmont. Pour beaucoup,
Ça va? La bise est redevenue une habitude quotidienne. 65% des Français la pratiqueraient à nouveau dans un cercle familial et amical. Je sais pas, c'est une façon accueillante de dire bonjour. C'est vrai que c'est plus convivial que faire un coucou de la main comme ça. C'est vrai que vu qu'on est amis, ça rapproche, on va dire. 18 mois après le début des premières restrictions, ils sont aussi 59% à avoir réintégré la poignée de main pour se saluer. Un laisser-aller que Yacine Touati remarque tous les jours dans son bar-restaurant parisien. Il y a certaines accolades quand ils se retrouvent, qui se font la bise la plupart du temps. Voilà, c'est les gestes communs que l'on constate. Pour le sociologue Jean-Claude Kaufmann, ce ras-le-bol des Français envers les restrictions sanitaires se fait surtout ressentir dans les cercles les plus intimes. Entre amis, c'est très difficile de rester comme ça à distance. C'est un coup de froid un peu sur l'amitié. Donc là, il y a du relâchement. C'est pas uniquement du relâchement, c'est du désir de se rapprocher des autres. Mais pour l'infectiologue Enrique Casalino, tout relâchement est à proscrire absolument. Il est évident que ce serait d'une imprudence colossale. Et nous avons été imprudents en relâchant ces règles de distanciation, en relâchant chacun d'entre nous le respect des règles barrières. Nous devons être extrêmement rigoureux et continuer à protéger les personnes fragiles autour de nous. Depuis mi-octobre, une légère reprise de l'épidémie se fait ressentir. Actuellement, le taux d'incidence est de 61,9 pour 100 000 habitants, un peu au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50, laissant planer le spectre d'une 5e vague pour cet hiver. Anne-Sora Dubois est avec nous en plateau du service politique de BFM TV. On le disait donc, Emmanuel Macron va prendre la parole mardi à 20h, sera suivi en direct sur BFM TV. Que va dire le président? Est-ce qu'on a les dernières informations? Alors, vraisemblablement, à l'issue d'un conseil de défense mardi matin, effectivement, le chef de l'État prendra la parole mardi soir. Premier point d'abord sur la reprise épidémique dans la bouche du chef de l'État, mardi à 20h. En France et en Europe, les contaminations repartent à la hausse. C'est très important de le mentionner comme ça, en tout cas pour le chef de l'État, parce que ça permet de justifier aussi une partie de la politique sanitaire qu'on applique en France. Il n'y a pas qu'en France que le Covid repart à la hausse. Vous avez entendu Gabriel Attal la semaine dernière. L'Europe est à nouveau un foyer épidémique du Covid. Dans les inquiétudes, en moins dans le sac sanitaire du gouvernement, c'est d'abord évidemment la vaccination. Puisque la vaccination a augmenté, on a moins de risques de saturer nos services de réanimation. En revanche, parmi les inquiétudes en plus, c'est que contrairement aux vagues précédentes, on note cet hiver le retour des virus traditionnels de l'hiver, c'est-à-dire la bronchiolite. On a vu cette épidémie de bronchiolite qui a saturé les urgences pédiatriques, la gastro et puis bien sûr la grippe. Et donc cet effet cumulé d'un maintien du Covid qui est toujours présent, plus le retour des autres virus, ça met un petit peu le gouvernement en seuil d'alerte parce qu'effectivement, ça pourrait générer à nouveau des tensions au sein du secteur hospitalier. D'où un rappel, sans doute qu'on entendra, enfin c'est pas sans doute, c'est sûr, très fort dans la bouche du chef de l'État, un rappel de l'importance des gestes barrières, comme on vient de l'entendre dans la bouche du professeur Casalino, pour rassurer tout le monde. Il n'y aura pas d'annonce de reconfinement, il n'y aura pas d'annonce non plus de retour du couvre-feu et pas de retour non plus de cette idée de la vaccination obligatoire pour tous. Désormais, il y a suffisamment de monde au sein de la population qui a 2 doses pour qu'on n'en arrive pas à cette extrémité. En revanche, il sera très fortement question de la 3e dose. Pourquoi? Parce que ça concerne encore et toujours les plus de 65 ans et ceux qui ont des comorbidités. Alors on ne devrait pas avoir d'élargissement de cette catégorie de population, mais pour cette catégorie-là, effectivement, comme l'immunité baisse, il y a nécessité très forte, et c'est ce que réaffirmera le chef de l'État, de procéder à cette 3e dose. On a peur un peu du côté du gouvernement, qui est le côté un peu comme pour le virus de la grippe. On verra plus tard, c'est pas forcément urgent. Si, c'est urgent. En tout cas, c'est ce que s'efforcera de dire le président de la République. Et puis, évidemment, la question très épineuse, c'est est-ce que cette 3e dose serait intégrée ou non au pass sanitaire? Là, il y a une question d'ordre secret médical qui est en jeu, parce que effectivement, si vous vous rendez dans un restaurant, que vous avez moins de 65 ans et que vous présentez un pass sanitaire qui établit que vous avez bien eu la 3e dose, ça veut donc dire que vous signalez à la personne qui contrôle votre pass sanitaire que vous avez une comorbidité. Et ça, c'est une question de secret médical. Donc, ça n'est vraisemblablement toujours pas tranché à cette heure. Il sera aussi question de réforme mardi soir, mais comme à chaque fois que le chef de l'État veut prendre la parole pour détailler ses réformes, à chaque fois, le Covid éclipse largement cette partie-là. Merci Anne-Sora Dubois pour ces précisions. Également dans l'actualité, cette première nuit en détention pour Jean-Luc Lahaye, le chanteur de 68 ans, a été placé en détention provisoire à la prison de la Santé à Paris. Il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement 2 adolescentes quand elles étaient âgées de 15 et 17 ans à partir de 2013. Lui conteste les faits. Kelly Lafin avec Rémi Senlis. C'est derrière ces murs que Jean-Luc Lahaye a passé sa première nuit.
au sein de la prison de la Santé. Le chanteur de 68 ans a été placé en détention provisoire et mis en examen hier pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Son avocat dit ne pas comprendre cette incarcération. Je regrette cette décision, qui n'est cependant pas étonnante dans la mesure où elle est fondée sur un dossier dans lequel l'ensemble des investigations ont été réalisées à charge. L'information judiciaire permettra de rétablir la vérité. Les faits reprochés à Jean-Luc Lahaye remontent à 2013. Il aurait, à partir de cette année-là, ce qu'il conteste, agressé sexuellement 2 adolescentes alors qu'elles étaient âgées de 15 et 17 ans. Par la voix de leur avocate, elles font part de leurs sentiments. Mes clientes sont soulagées de cette mise en examen. Elles ont été très affectées par les fuites dans la presse, particulièrement les commentaires mensongers sur leur mère. Elles souhaitent que les principes de droit soient respectés et que cette affaire soit jugée le plus sereinement possible. En 2015, Jean-Luc Lahaye avait déjà été condamné pour avoir fait des propositions à caractère sexuel à l'une des 2 plaignantes actuelles. À l'époque, il avait écopé d'1 an d'emprisonnement avec sursis. Une possible récidive donc qui pousse certaines associations à déplorer un manque de suivi des personnes condamnées pour infractions sexuelles. Il y a un manque de moyens criant qui fait que les condamnés pour infractions sexuelles sont suivis de manière très aléatoire. Il est vraisemblable que M. Lahaye aurait très certainement dû recevoir une injonction de soins qu'il n'a pas suivi, visiblement. Dans cette affaire, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire. Des chefs de viol sur mineurs de plus de 15 ans, agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, ou encore détention d'images pédopornographiques. Un mois après la publication du rapport de la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église, les évêques sont réunis en assemblée à Lourdes depuis hier. On va partir à Lourdes dans un instant, mais d'abord cette image, regardez, à Paris, rassemblement de victimes et de familles de victimes donc, qui se réunissent cet après-midi, vous le voyez, à Paris, alors que lundi, eh bien, ces évêques dont on parlait devraient annoncer des indemnisations aux victimes qui attendent réparation et réforme. Mathias Arès, vous êtes en direct de Lourdes pour BFM TV. Pour l'heure, il demande un geste de pénitence envers Dieu, mais pas vraiment envers les victimes. Exactement, c'est tout le sens de la cérémonie qui a eu lieu ce matin ici. Tout d'abord avec un geste mémoriel, d'abord avec le dévoilement d'une photo prise par une victime d'abus sexuels qui a vocation à devenir un lieu pour la mémoire de ces victimes. Ensuite, il y a eu ce geste pénitentiel, vous l'avez dit, ici sur cette esplanade avec certains évêques qui se sont mis à genoux pour demander pardon à Dieu et non pas aux victimes. Écoutez cette explication de Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons en Champagne. Il s'est exprimé sur la question au micro de Johan Chérifi. Eh bien, écoutez, tout de suite après, des collectifs de victimes se sont présentés ici sur cette esplanade pour dire que ces paroles ne leur suffisait pas. Il fallait maintenant passer de la parole aux actes en demandant des gestes tangibles et mesurables, sans quoi, selon eux, l'Église catholique française ne deviendra plus qu'un groupuscule. Merci Mathias Arès, en direct de Lourdes avec Johan Chérifi pour BFM TV. Tout autre chose à présent, on en vient à cette bousculade mortelle aux États-Unis, à Houston, qui a fait au moins 8 morts et qui a blessé plusieurs centaines d'autres personnes. C'était hier soir lors d'un festival de musique, Astroworld. On vous retrouve, Antoine Lard, pour BFM TV. Vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, pour une raison qui reste encore à déterminer, la foule a commencé à se presser vers le devant de la scène et très rapidement, des spectateurs se sont retrouvés comme pris au piège, compressés à tel point qu'ils n'arrivaient plus à respirer. Certains sont alors tombés inconscients, manifestement en arrêt cardiaque. Le chef des pompiers sur place explique que cela a créé un mouvement de panique supplémentaire, ce qui a encore aggravé davantage la bousculade. Le bilan, vous l'avez dit, est extrêmement lourd. 8 personnes au moins sont mortes, 17 autres ont été transportées en urgence à l'hôpital, dont 11 dans un état très critique. Il y a par ailleurs de très nombreux blessés, 300 au total, qui eux ont été soignés sur place par les équipes de secouristes. Alors le concert d'hier soir évidemment a été annulé, tout comme le festival qui devait se poursuivre aujourd'hui. Une enquête a été ouverte pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Y a-t-il eu des défaillances dans l'organisation? C'est possible parce que le concert d'abord se jouait à guichet fermé, 50 000 personnes, mais avant cette bousculade mortelle,
mortel. Quelques heures plus tôt, lorsque les portes du festival ont ouvertes, on a vu des centaines et des centaines de personnes se ruer littéralement à l'intérieur. Certains ont enjambé des barrières, d'autres ont tout renversé sur leur passage, notamment les portiques de sécurité. Face à eux, il y avait très peu d'agents pour faire la sécurité qui étaient complètement débordés et en sous-nombre. Les enquêteurs, pour l'instant en tout cas, expliquent qu'ils ne privilégient aucune piste. Ils veulent d'abord analyser toutes les images qui ont été filmées hier soir, entendre également les témoins. La méga star du rap américain, Travis Scott, devrait également être entendu, d'abord parce que c'est lui qui était sur scène au moment de la bousculade, mais également parce qu'il est l'un des organisateurs de ce festival qui a tourné au drame. Merci beaucoup Antoine Delard, le correspondant de BFM TV à Washington. Un rendez-vous BFM TV à ne pas manquer à présent lundi et retrouver notre long format Crack, la drogue de l'enfer dans Ligne Rouge à 20h50. Il sera suivi d'une émission spéciale en direct de la Porte de la Villette avec Aurélie Casse au contact des habitants et des élus qui cohabitent donc avec les toxicomanes. Et puis à 22h ensuite, entretien exceptionnel avec Didier Lallemand, le préfet de police de Paris. Tout de suite, on vous propose un extrait de ce long format Crack, la drogue de l'enfer à voir donc lundi soir. Contrairement aux autres drogues qui sont importées, celle-ci est fabriquée sur place, dans ce que les policiers appellent des cuisines, avec très peu de moyens. Pierre Cabon est aujourd'hui chargé de les démanteler. C'est juste une casserole, un réchaud. Hein. Vous avez ici des exemples de ce qu'on a pu constater. Donc voilà, c'est le matériel dont on a besoin pour fabriquer c'est le matériel de base, un réchaud, un gobelet ou comme ici une casserole, cocaïne, bicarbonate et la cuisine peut commencer. Hein. C'est quelque chose de très volatile, ça se monte en 1 minute et ça disparaît en quelques secondes. Donc il faut vraiment intervenir au moment où la cuisine est en activité. Cette cuisine que vous nous montrez, c'est une petite cuisine, c'est un petit truc ou... Non, alors c'est une petite cuisine en termes de taille, mais il s'avère que dans cette affaire-là, qui date d'il y a déjà très très longtemps, c'était une des cuisines qui fonctionnait le mieux en Seine-Saint-Denis. 14h49, un coup d'œil sur l'infotrafic tout de suite. Votre programme avec la Zéro Stop. Le mois sans tabac avec la Zéro Stop, votre spécialiste stop tabac. Prenez rendez-vous sur lazerostop.com. Vos conditions de circulation donc pour ce samedi, selon Bison Futé, vous le voyez, sévère, vert partout dans les sens des départs et des retours au niveau national. C'était votre programme avec la Zéro Stop. Le mois sans tabac avec la Zéro Stop, votre spécialiste stop tabac. Prenez rendez-vous sur lazerostop.com. Et tout de suite, on fait le point sur la météo. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. Beaucoup de nuages, de la grisaille et le retour de quelques gouttes de pluie. Voilà comment résumer les prochaines heures sur la France. Regardez cette nouvelle perturbation qui se rapproche en ce moment des côtes de la Manche avec des nuages et parfois quelques gouttes de pluie. Des gouttes de pluie que l'on retrouvera en tout cas pour ce dimanche matin entre les départements bretons, le bassin parisien et le nord-est. À l'avant, beaucoup de nuages avec en plus quelques brumes et brouillards. Finalement, il faudra partir ici sur les Alpes du Nord ou encore en redescendant vers le golfe du Lion pour retrouver un ciel presque totalement bleu. Oui, mais regardez le vent qui va se renforcer jusqu'à 100 voire 110 km/h pour la tramontane. Et puis attention à l'instabilité également qui va de nouveau apparaître sur l'île de Beauté avec quelques orages et aussi de bonnes rafales de vent. Dans le courant de l'après-midi, encore beaucoup de nuages ici entre Nouvelle-Aquitaine et Alsace. D'ailleurs des pluies un petit peu plus continues en allant vers les Pyrénées où il neigera de 1500 mètres d'altitude. Sinon ailleurs très peu de changements avec le retour quand même d'éclaircies un peu plus prononcées entre le nord de la Bretagne et la mer du Nord. La température, elle n'est pas très chaude en ce moment par endroit et ça se confirme avec la masse d'air qui est bien bleu, notamment ici sur les régions centrales. De bonnes gelées à prévoir ce dimanche matin dans le département du Cantal avec moins 3 degrés. Il va geler aussi en altitude, principalement sur les Alpes, avec du moins 5, moins 6 degrés dès 1000 mètres d'altitude. 8 degrés, heureusement, c'est beaucoup plus positif en allant vers le bassin parisien. 9 degrés ici pour la Bretagne, jusqu'à 13 pour l'île de Beauté. Et regardez dans le courant de l'après-midi, ça grimpe un côté thermomètre. On va retrouver, voire dépasser les 20 degrés sur la Côte d'Azur. Il va faire assez doux aussi dans le nord-ouest du pays, ici en Bretagne, 14 à 15 degrés, 16 même pour les Nantais, toujours un petit peu plus frais ici entre le Massif central et le nord-est de la France. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous.
Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reparlerons de ces manifestations pour le climat qui ont lieu à Glasgow en marge de la COP26 et dans de très nombreuses villes dans le monde, notamment à Paris devant l'hôtel de ville. Nous serons sur place dans quelques minutes. À tout de suite. Vendredi, samedi, dimanche, 22h minuit. Je suis ravie de vous retrouver pour Week-end Direct. Toute l'actualité de la fin de semaine, toute l'actualité du week-end. Les indicateurs sont en hausse. Vos soirées news avec Alice Darfeuille. En tout cas, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez bien comprendre. Des reportages, des invités. Malheureusement, la situation est quand même délicate. Du temps pour comprendre. C'est quand même la bonne nouvelle de 2021. Ça veut dire qu'on sait le faire, qu'on va le faire. Week-end Direct, vendredi, samedi, dimanche à 22h sur BFM TV. Prenez le temps d'apprécier votre programme avec Saunier, bijoux de savoir-faire et d'émotion. I see king, I see queen, well. None of you know my kingdomanium. Renault Clio E-Tech hybride, le nouveau chapitre d'une grande histoire. Renault Clio, prête à partir, existe aussi en version essence à partir de 129 € par mois, avec 4 ans d'entretien, garantie et assistance inclus. Choisir une nouvelle voiture, c'est amusant. Il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner. Mais quand il s'agit de choisir la bonne assurance auto, on se retrouve souvent tout seul. Tout va bien. Avec les Furets, on vous accompagne pour trouver l'offre qui vous convient. On peut toujours compter sur lesfurets.com. Monsieur Martin a trouvé la voiture de ses rêves. Une affaire en or. Oui, mais voilà. Madame Martin lui rappelle qu'il faut d'abord réussir à vendre vite leur ancienne voiture. Facile, lui dit Monsieur Martin. Sur mavoiturecash.fr, l'estimation en ligne est gratuite et un professionnel rachète immédiatement notre véhicule. Trop fort, se dit Madame Martin. Mavoiturecash.fr, estimez, vendez, profitez. Envie de sortir de votre quotidien? Des artistes incroyables vous accueillent en spectacle et en musique. Et partagent avec vous une expérience magique. Un moment inoubliable, les Folies Grusses. Ici, les artistes sont vos hôtes. Actuellement à Paris. Info Ereza, www.folie-grusses.com. Soirée pizza? Mais non, c'est Vichy. Une soirée foot, c'est avec des pizzas, sinon c'est gâché. Qu'est-ce que tu racontes, Mo? Faut évoluer, c'est fini ça. C'est fini, Mo, hein. On n'est plus en 98. Hein. Bah ouais, on a regagné depuis. C'est qui, lui? Uber Eats, parlons bouffe. Alors, c'est bon? On part en Irlande? Cliquez sur le bouton vert et réservez vos vacances en Irlande sur irlande-tourisme.fr. 15 millions, c'est le nombre de Français qui est un proche. 15 millions qui doivent organiser leur vie en conséquence. 15 millions pour qui la Caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile. En proposant de l'aide à domicile pour vous remplacer en cas de soucis de santé. Caisse d'épargne, vous être utile. Des inoubliables aux inattendus. Nous imprimerons vos plus belles histoires dans les moindres détails. Profitez dès maintenant de 50% de réduction. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent. I'm putting the work all day. Them man are doing this thing part time, now I'm doing this thing all day. I'm putting the work all day. I'm putting the work all day. Look, nah, I don't care what you think or say. I'm putting the work all day. I'm putting the work all day. Vous êtes dans un cocon, un endroit refuge. Carole, qu'entends-tu dans ton endroit refuge? Ah non. On avait dit pas la Citroën électrique. On va tous se garer sur le bas-côté. Pas facile d'oublier l'expérience électrique Citroën. Nouvelle Citroën IC4 électrique à partir de 299 € par mois. Découvrez la gamme électrifiée Citroën.
Chez Carrefour, on a bien vu que vous aimiez le bio. Au début, c'était plutôt pour les enfants. Et puis, on s'y est tous mis, même les têtes en l'air. Y a pas un truc qui est tombé là? Ah, voilà. Et aujourd'hui, on aimerait surtout que le bio soit accessible à tous, même pour le chien. Alors, chez Carrefour, en activant la prime bio sur votre carte Carrefour, vous bénéficiez de moins 10% tous les jours sur tous les produits de marque Carrefour Bio. Carrefour. Cofidis présente préjugé numéro 6. Les femmes ont toujours froid. Préjugés. Pour le crédit aussi, oubliez vos préjugés. En ce moment, profitez d'un taux à 2,99% sur 48 mois. Simulez votre crédit en quelques clics sur cofidis.fr. Le crédit qui fait la différence. Signa présente les nouvelles générations d'aides auditives. Des produits à la pointe de la technologie, innovants, invisibles, connectés, rechargeables sans fil et adaptés à vos besoins. Depuis 140 ans, nous développons la technologie du futur pour votre audition. Et nous en sommes fiers, car nous améliorons la qualité de vie des personnes qui nous entourent. Voilà ce qui fait notre différence. L'audition, c'est Signa. Testez gratuitement votre audition sur signa.net. Dispositif médical. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une du journal à 15h. Glasgow et le monde marchent à nouveau pour le climat. Au total, plus de 200 événements ont lieu à travers la planète pour demander une justice climatique alors que la COP26 se tient actuellement à Glasgow. À Paris, ça se passe devant l'hôtel de ville où nous serons dans un instant avec Fanny Regnault. À la une de l'actualité également, Emmanuel Macron qui va faire un point sur l'épidémie de Covid en phase de reprise. Le président de la République qui s'exprimera mardi soir à 20h. Ce sera évidemment à suivre en direct sur BFM TV. Que peut annoncer le chef de l'État? Nous ferons le point dans ce journal avec Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Jean Castex a lui fait une annonce aujourd'hui. Le Premier ministre en déplacement en Haute-Savoie pour sauver la saison de ski. Le port du masque sera obligatoire dans les files d'attente et les remontées mécaniques. Le pass sanitaire sera lui exigé si la situation sanitaire se dégrade. Il reposera le pied sur Terre lundi. Thomas Pesquet et 3 autres astronautes quitteront la Station spatiale internationale demain après 6 mois passés dans l'espace. Reportage dans ce journal. Ils veulent des actes et pas du blabla. Des centaines de manifestations, des milliers de manifestants pour le climat sont organisés donc aujourd'hui partout dans le monde. Journée de rassemblement notamment à Glasgow où se tient actuellement la COP26, mais aussi à Londres, à Sydney, au Mexico, en France, du côté de Paris également. La manifestation qui a lieu devant l'hôtel de ville. Fanny Regnault, vous êtes sur place. Quel est l'objectif de ces rassemblements et qui sont tous ces participants ? Ces participants, ils sont beaucoup moins nombreux désormais derrière moi, tout simplement parce que ce rassemblement, il avait lieu de midi à 14h. Il touche donc désormais à sa fin. Il y avait plusieurs milliers de personnes ici sur le parvis de l'hôtel de ville, tout simplement parce que ces associations qui ont regroupé toutes ces personnes, eh bien, partent du principe que la mobilisation citoyenne est essentielle pour mettre la pression sur le gouvernement. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Une journée d'action, bien évidemment, extrêmement importante en ce temps de COP26 à Glasgow. Les organisateurs de ce rassemblement nous ont également expliqué vouloir un petit peu changer le procédé habituel. Ce n'était pas aujourd'hui une marche pour le climat comme on a pu assister ces derniers mois. Il s'agissait d'un rassemblement statique avec des prises de parole, de la musique. Et le but était donc de mobiliser ici, place de l'hôtel de ville, sur un lieu symbolique, nous ont-ils dit. Plusieurs associations donc environnementales présentes, Greenpeace bien évidemment, Terre Solidaire également, L214, plusieurs associations anti-nucléaires et puis également des personnalités politiques. On a pu apercevoir Yannick Jadot bien sûr, mais aussi Jean-Luc Mélenchon. Des associations qui ont installé au milieu de ce parvis, elle est désormais enlevée parce que c'était le deal avec les autorités, mais il y avait sur ce parvis une immense banderole extrêmement grande sur laquelle figuraient 10 portraits, pas n'importe lesquels, les 10 portraits des chefs d'État qui, selon ces associations, sont les plus grands, ont les plus grandes responsabilités dans la crise climatique. Sans surprise, Joe Biden, le président des États-Unis, était en première position. Il était suivi de très près par le président brésilien Jair Bolsonaro. Emmanuel Macron, lui, arrivé en 4e position sur cette banderole.
Merci Fanny Regnault en direct de Paris devant la place de l'Hôtel de Ville avec Adrien Fache pour BFM TV. Et plusieurs candidats, le disait Fanny, à la présidentielle étaient présents dans cette manifestation parisienne, notamment Jean-Luc Mélenchon qui était avec nous il y a un instant, ou encore Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts, qui de son côté a demandé plus d'action sur ce sujet. La prise de conscience est là et puis surtout les Françaises et les Français le vivent au quotidien. Maintenant le dérèglement climatique, on a eu tout l'été toutes les séquences dans le monde entier et au plus près de nous sur les méga-feux, sur les inondations, sur les canicules, les sécheresses. Nos paysans ont tellement souffert le printemps et l'été dernier. Donc le dérèglement climatique, il est là. Simplement ce qu'attendent les Françaises et les Français aujourd'hui, et bien sûr au-delà de la France, c'est de l'action. L'autre grand titre de l'actualité, c'est cette 5e vague de Covid qui menace la France. Et ce record des inscriptions sur la plateforme Doctolib hier pour obtenir une 3e dose de vaccin, 61% de plus en une semaine et 63 000 sur la seule journée d'hier. Le jour même, il a été annoncé qu'Emmanuel Macron prendrait la parole mardi. Le chef de l'État qui va s'exprimer mardi soir à 20h, allocution à suivre évidemment en direct sur BFM TV. Il sera question des moyens pour faire face à ce début de rebond épidémique. L'épidémie, mais pas que. Que pourrait déclarer le chef de l'État dans cette allocution mardi? Élément de réponse dans ce reportage de Camilla Giudice. Parmi les sujets sur la table pour l'allocution d'Emmanuel Macron mardi, la 3e dose de vaccin. Pour l'heure, 3,4 millions de personnes ont reçu un rappel, c'est moins de la moitié de la population éligible. L'exécutif réfléchit donc à comment inciter ceux qui n'ont pas encore pris rendez-vous. L'Élysée conçoit, et je parle là de communication, conçoit ce qui va se passer mardi soir comme une sorte de miroir du 12 juillet. Le président de la République avait annoncé le pass sanitaire, mais ça avait créé un électrochoc. Beaucoup de Français, des millions de Français, qui hésitaient encore à se faire vacciner. Il l'avait fait dans la foulée. D'après nos informations, une certitude, la 3e dose restera réservée aux plus de 65 ans ou aux personnes présentant des comorbidités. Mais une question se pose, pour la population éligible, la validité du pass sanitaire doit-elle dépendre de cette 3e injection? Cette réflexion n'est toutefois pas la priorité pour lutter contre la reprise de l'épidémie, selon cette médecin. On parle d'une épidémie de non-vaccinés. Donc avant de mettre la pression, alors pas sur une immunité qui a disparu, mais une immunité décroissante, il faudrait peut-être mettre l'accent sur les personnes qui sont vulnérables et qui sont non vaccinées. En plus de la situation sanitaire, Emmanuel Macron devrait aborder d'autres sujets mardi, notamment concernant la relance économique et l'avancée des réformes. Anne-Sora Dubois est avec nous, du service politique de BFM TV. Anne, vous avez davantage de précisions sur ce que pourrait annoncer ou ne pas annoncer Emmanuel Macron mardi? Oui, alors d'abord un premier point dans la bouche du chef de l'État ce mardi soir, à l'issue d'un conseil de défense qui devrait donc se tenir mardi matin, sur ce qui est une réalité aujourd'hui, c'est-à-dire la reprise épidémique, non seulement en France, mais aussi en Europe. Vous savez que c'est important dans la bouche de tous les membres du gouvernement que de dire que la situation n'est pas spécifique à la France, parce que ça permet aussi de justifier la politique sanitaire qui en découle. Ça n'est pas qu'en France que les contaminations repartent à la hausse, mais aussi dans le reste de l'Europe. L'inquiétude qui a disparu du côté du gouvernement, et le chef de l'État le redira mardi soir, c'est bien sûr la vaccination qui permet d'éviter un engorgement dramatique au sein des services de réanimation, et puis bien sûr des morts du coronavirus. En revanche, il y a une inquiétude supplémentaire par rapport aux vagues précédentes, c'est le retour d'autres virus qui, eux, avaient disparu lors des vagues précédentes. Aujourd'hui, on a une cohabitation du Covid, mais aussi des virus traditionnels de l'hiver, c'est-à-dire la grippe, la bronchiolite. On a vu cette épidémie de bronchiolite avec des urgences pédiatriques largement engorgées, et puis aussi la gastro. Si vous avez eu certains de ces virus, hélas, on voit en plus qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Pourquoi? Et ça aussi, c'est une source d'inquiétude. Ça sera sans doute présent dans la bouche du chef de l'État mardi soir, parce que notre système immunitaire a été peu sollicité pendant un an du fait des gestes barrières et du masque. D'où, deuxième point, effectivement, cet appel très important mardi soir dans la bouche du chef de l'État au retour, en tout cas au maintien des gestes barrières et au port du masque. Dans les annonces qu'il ne devrait pas y avoir mardi, dans la bouche du chef de l'État, pas d'annonce de reconfinement, pas d'annonce de retour du couvre-feu et pas de vaccination obligatoire pour tous, parce qu'aujourd'hui,
vraisemblablement, on a un taux de vaccination qui est suffisant au sein de la population française. Et puis, il sera question de la 3e dose, parce que vacciner 2 doses, ça suffisait jusque-là, mais ça ne suffira vraisemblablement pas pour la vague qui s'annonce, puisque effectivement, l'immunité baisse. Donc, un appel très clair dans la bouche du chef de l'État mardi soir à la 3e dose. Pour qui? Pour les personnes de plus de 65 ans ou présentant des comorbidités. Vraisemblablement, cet étiage, cette catégorie de population ne devrait pas être élargie. Donc on ne devrait pas avoir une 3e dose pour, par exemple, les moins de 55 ans ou d'autres plus jeunes. Pas d'élargissement. En revanche, une autre question, c'est est-ce que cette 3e dose serait intégrée ou non au pass sanitaire? Ça, c'est la grande question qui, aujourd'hui, vraisemblablement, n'est toujours pas tranchée dans la tête du chef de l'État, ni des autorités de santé, puisque la haute autorité de santé doit rendre un avis dans les jours qui viennent. La question que pose cette intégration de la 3e dose au pass sanitaire, c'est une question de secret médical, puisqu'effectivement, lors des vagues précédentes, par exemple, quand la vaccination a commencé, il n'y avait pas de passe sanitaire. Alors qu'aujourd'hui, si vous présentez un passe sanitaire que vous avez moins de 65 ans, mais que vous présentez l'existence d'une 3e dose, ça veut dire que vous signalez en quelque sorte à la personne qui contrôle votre passe sanitaire que vous avez une comorbidité, et donc ça pose une question de secret médical. Pour l'instant, la question n'est toujours pas tranchée et il a jusqu'à mardi soir pour trancher, le chef de l'État. Merci Anne-Sora Dubois. Et justement, vous l'évoquiez, cette dose de rappel dont il devrait être question en partie lors de cette allocution du président de la République. Alors comment convaincre les personnes qui sont concernées, les plus fragiles notamment, les plus âgées, d'aller faire cette dose de rappel? Écoutez à ce sujet notre invité Philippe Frogel, professeur de médecine au CHU de Lille et à l'Imperial College de Londres. Je pense que les personnes qui doivent être revaccinées, avoir le booster, sont les personnes qui bougent le moins, qui sortent le moins et donc qui sont le moins sensibles au renforcement du pass sanitaire. Par contre, il faudrait joindre toutes ces personnes de plus de 60, 65 ans, toutes les personnes qui ont des morbidités, et ça fait en tout à peu près 20 millions de Français en réalité, si on regarde de tout ça. Et les médecins généralistes peuvent les contacter et les convaincre. Pour l'instant, ils sont attentistes tout simplement parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait de résurgence en France. Et c'est vrai que la situation en France, en réalité, elle est bien meilleure qu'en Angleterre, bien meilleure qu'en Allemagne ou en Belgique. Elle est du niveau de l'Espagne, du Portugal et de l'Italie. Et c'est parce que depuis le 12 juillet, on a fait ce qu'il fallait pour avoir un taux de vaccination élevé, avoir ce pass qui est quand même un petit peu efficace, et puis de garder les masques, par exemple, dans le métro parisien ou à Lille, alors qu'à Londres, où je vais souvent, quasiment plus personne ne porte le masque. Donc, tout ça ensemble fait que la situation française aujourd'hui est bien meilleure, mais effectivement, pour combien de temps? Est-ce que, selon vous, Philippe Frogel, on est déjà dans une 5e vague ou pas? Moi, j'aurais tendance à penser qu'on est plutôt dans la continuation de la 4e, parce qu'il n'y a pas un nouveau virus. Heureusement, rien n'a supplanté le Delta avec quelque chose de pire, donc c'est à peu près la même chose. Simplement, on arrive dans l'hiver, et il y a aussi, dans certains pays, et un petit peu en France, une diminution de la vigilance, et c'est ça, j'espère, que le président Macron va expliquer. Non, ça revient. Il faut refaire attention, faire ce booster et garder les gestes barrières. Vous parliez justement de l'entrée dans l'hiver. Jean Castex, à la mi-journée, a annoncé depuis la Haute-Savoie que le port du masque sera obligatoire dans les files d'attente pour les remontées mécaniques dans les stations de ski, et que le pass sanitaire, lui, ne sera pas obligatoire tant que le taux d'incidence sera inférieur à 200 cas pour 100 000 habitants. Est-ce que c'est une décision logique ou pas, selon vous ? Ce qui a été montré notamment à Manchester pour la Coupe d'Europe de football, c'est que même à l'extérieur, quand on est avec beaucoup de gens les uns à côté des autres, ce qui est le cas dans la liste d'attente, quand on attend, je veux dire, pour les remontées, on risque d'être contaminé. Donc je pense que c'est une mesure qui me paraît tout à fait logique. La politique à présent, une candidate à la présidentielle, et ce samedi aux côtés d'un ancien président. Anne Hidalgo et François Hollande s'affichent ensemble en Corrèze. François Hollande qui ne s'était pas privé d'égratigner la campagne de la maire de Paris. Anthony Lebos, on vous retrouve, vous êtes à Brive-la-Gaillarde en Corrèze pour suivre ces retrouvailles. Au menu des déambulations, des dédicaces, tout cela pour jouer peut-être la carte de l'unité ?
Oui, jouer la carte de l'unité et montrer que la famille social-démocrate est réconciliée, parce que c'est vrai, François Hollande n'a épargné ni la gauche ni Anne Hidalgo, et il avait d'ailleurs apporté son soutien à la candidate du PS de manière assez modérée. Il avait aussi exprimé pas mal de critiques envers la gauche en disant qu'elle ferait tout pour perdre cette campagne présidentielle. Alors il fallait forcément transformer cette séquence politique en opération réconciliation, accolade, embrassade, sourire, marque d'affection à répétition. On s'est toujours entendu, tout va bien, nous répond Anne Hidalgo, qui a donc déambulé sur le marché de Tulle en compagnie de l'ancien président, et il y a eu un accueil plutôt chaleureux de la part des commerçants, des habitants. Il y a eu cet échange qui était assez intéressant aussi, d'un commerçant qui dit à Anne Hidalgo, je cite, « J'ai dit à Chirac et à Hollande qu'il serait président, je vous le dis, vous serez présidente ». Ça veut aussi dire la raison pour laquelle Anne Hidalgo est venue ici, en terre d'anciens présidents. La rencontre, en tout cas sa venue ici, n'a rien d'anodin, et quand on lui demande si elle ira jusqu'au bout, s'il y aura son nom sur le bulletin le soir du premier tour, écoutez sa réponse. Je pense qu'il y a besoin aussi, dans notre pays, d'une autre forme de leadership. Ce que l'on connaît avec cette présidence écrasante qui nie l'existence de toute la vitalité démocratique, parce qu'on nous fait croire qu'un homme seul, dans son bureau, pourrait absolument gérer tout seul le pays. Donc oui, j'irai jusqu'au bout. Donc s'il vous plaît, plus la peine de poser la question. Sinon, vous allez finalement vous ennuyer beaucoup. Et on va pas s'ennuyer dans cette campagne. Avec moi, vous vous ennuierez pas. Objectif, sortir de cette pré-campagne et créer une dynamique. Alors quel conseil François Hollande donnerait-il à Anne Hidalgo? Il répond, je cite, « Mais la campagne n'a pas encore commencé. Avoir de mauvais sondages, c'est très bon signe. » Fin de citation. Et cela fait évidemment référence à son début de campagne présidentielle en 2012, où il était crédité à 3% des intentions de vote. Il a à la fin gagné la course à l'Élysée. Merci beaucoup Anthony Lebos. À Brive-la-Gaillarde pour BFM TV avec Dominique Le Picard. Anne, opération réconciliation entre Anne Hidalgo et François Hollande pour tenter de relancer cette campagne de la candidate. Oui, voilà, c'est ça, opération réconciliation, parce qu'il ne s'est pas privé de quelques tacles. L'ancien président de la République, il avait fustigé il y a quelques mois les candidatures lilliputiennes à gauche, et à ce moment-là, tout le monde avait pensé qu'il visait en quelque sorte la candidature d'Anne Hidalgo, qui était à 4-5%. D'ailleurs, elle n'est pas vraiment beaucoup plus haut aujourd'hui. C'est sans doute pour ça aussi qu'il y avait besoin de cette opération réconciliation aujourd'hui, et puis d'associer ce qui sont quand même deux images fortes à gauche aujourd'hui. Il n'y en a plus énormément, mais quand même la maire de Paris et l'ancien président de la République, le dernier président de la République à gauche. Effectivement, ces deux images qui associent, en tout cas c'est l'espoir, montrent qu'il y a encore une gauche forte en France. Parce que c'est vrai que la campagne est largement déportée à droite en ce moment, en termes de thématiques, en termes de candidats aussi, avec l'ascension du candidat Zemmour, avec les questions de sécurité, d'immigration qui sont en top 1 des préoccupations des Français, même s'il y a le pouvoir d'achat quand même qui est passé au-dessus. Donc ça peut être une ouverture aussi pour cette candidate de gauche et pour François Hollande, pour essayer de faire porter leur voix. Mais on a quand même vraiment une candidature un début de campagne qui est beaucoup plus polarisé à droite. Ce qui est intéressant en tout cas dans ce que fait Anne Hidalgo aujourd'hui et dans l'image que ça donne de la gauche, c'est que l'image de François Hollande, elle a vraiment changé en quelques mois. Il y a quelques mois, il n'était pas question de se revendiquer de l'héritage de François Hollande. Au contraire, Olivier Faure, secrétaire général du Parti socialiste, disait on va faire un droit d'inventaire. En clair, on va trucider une partie du quinquennat en disant que non, ça c'est pas de notre fait, que ce qui est bon on le garde, mais ce qui était très mauvais, et aussi le fait de faire cette politique de la terre brûlée à gauche, eh bien on dira que ça c'était le fait d'un homme et pas le fait de la gauche. En clair, on remet tout sur les épaules de François Hollande. Alors qu'aujourd'hui, alors que la gauche précisément se cherche et qu'elle n'arrive pas à se montrer puissante, à montrer une voix qui porte face à une polarisation de la campagne à droite, et bien finalement on fait appel à cette figure un peu tutélaire de la gauche, le dernier président de gauche qui a été élu, parce qu'Emmanuel Macron en a été écarté il y a plusieurs mois. On le considère plus du tout comme ayant fait partie de la famille de la gauche, et donc on fait appel à cette famille tutélaire. L'espoir évidemment, c'est encore une fois que ces deux images cumulées fassent redémarrer la campagne d'Anne Hidalgo. Mais ça s'annonce à l'heure actuelle en tout cas difficile. En tout cas, quand François Hollande dit que la campagne n'a pas encore vraiment démarré, c'est peut-être une petite erreur de jugement. En tout cas, nous on n'en a pas l'impression. Merci Anne Sora Dubois. Et justement au chapitre politique, ne manquez pas ce rendez-vous sur BFM TV demain. Éric Zemmour sera l'invité de BFM Politique. Ce sera à midi, un invité événement qui répondra aux questions de Jean-Baptiste Boursier. On parle espace à présent. Thomas Pesquet qui sera de retour sur Terre lundi à la mi-journée heure de Paris. Ce sera l'événement bien sûr. La NASA a confirmé ce planning cette nuit. L'astronaute français qui termine sa deuxième mission de sa carrière en orbite avec 3 autres astronautes. Ils quitteront donc la Station spatiale internationale. Ce sera demain après avoir passé plus de 6 mois dans l'espace. Jordan Ray.
Enfin, la météo devrait permettre le retour sur Terre de Thomas Pesquet lundi. Un voyage déjà reporté car les conditions n'étaient pas propices, ce dont s'amuse l'astronaute sur Twitter. Retour sur la terre ferme au plus tôt lundi, si la météo ne s'en mêle pas. Un peu étrange de se dire que notre retour dépend du temps, après 6 mois sans pluie, ni variation de température, ni même une petite brise. C'est demain que le Français et 3 autres astronautes quitteront la Station spatiale internationale pour une capsule dans laquelle ils feront un voyage de 15 heures avant de toucher le sol, ou plus précisément la mer. L'équipe doit amérir au large de la Floride aux États-Unis. Une première pour Thomas Pesquet qui avait atterri au Kazakhstan au terme de sa précédente mission. Ils rentrent dans leur capsule. Il y a une procédure pour se désamarrer, donc ils se désamarrent, ils orientent leur vaisseau, ils lancent des impulsions, ils vont traverser l'atmosphère en fait, tout simplement avec le bouclier thermique vers l'avant, que ça sera derrière eux en fait, ils vont être assis comme ça, et puis ensuite, si tout se passe bien, le parachute s'ouvre, et puis ils ont leur amérissage. Suivront alors 3 semaines d'un programme de remise en forme bien nécessaire pour un corps qui a passé les 6 derniers mois dans l'espace en apesanteur. Quand on revient, il faut s'adapter à la gravité. Donc le corps a changé, il y a plein de paramètres qui se sont modifiés. Donc on va enregistrer ces modifications. On va faire une réhabilitation aussi pour qu'il soit à nouveau un homme normal, disons. Thomas Pesquet sera ensuite interrogé par les 5 agences spatiales pour lesquelles il a conduit des expériences scientifiques dans l'espace. Un débriefing avant enfin quelques jours de vacances, espère l'astronaute. Dans l'actualité également de ce samedi, Jean-Luc Lahaye a passé une première nuit en prison. Le chanteur vedette des années 80 a été mis en examen hier pour viol sur mineur et placé en détention provisoire. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de la santé à Paris, pour l'instant dans un quartier isolé de la prison. Son avocat a regretté ce samedi auprès de l'AFP que, je cite, « l'ensemble des investigations aient été réalisées à charge ». En bref, à l'étranger, en Allemagne, plusieurs personnes ont été blessées ce samedi dans un train en Bavière lors d'une attaque au couteau dont l'auteur présumé, un homme, a été interpellé et dont le mobile reste encore à l'heure actuelle indéterminé. Au moins 3 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. Les sports également dans l'actualité avec de la voile, 15e édition de la Transat Jacques Vabre, course transatlantique en double, départ demain à 13h27 précisément du Havre, direction la Martinique. Et l'ambiance monte progressivement avant le départ demain. Maureen Lehoux est sur les pontons pour BFM TV. On retrouve les plaisirs d'un village de départ. On se souvient, le Vendée Globe, c'était à huis clos. Et ici, au Havre, vous le voyez sur ces images, les passants reviennent, les familles aussi, parce que c'est encore les vacances, comme Christian et Léandre qui a amené ses 2 fils. Christian, c'est toujours un moment particulier. C'était important pour vous d'amener vos enfants ici? Oui, alors comme tous les 2 ans, on vient en famille. La maman n'est pas là aujourd'hui, mais bon, et pour faire découvrir aux enfants les bateaux, le plaisir de la voile et puis le village, l'ambiance du village qui est superbe. Et Léandre, c'est un petit fin connaisseur. Léandre, c'est un plaisir pour toi de venir là voir les bateaux. Oui, parce que j'ai beaucoup suivi le Vendée Globe, donc j'ai beaucoup aimé. Donc, comme tous les 2 ans, oui, on vient ici et on admire les bateaux. Ils sont beaux ces bateaux. Oui, surtout les ultimes qui sont dans un autre bassin. On admire. Il a toute la technique, Léandre. Les ultimes, ce sont ces très gros bateaux qui vont très vite. Merci beaucoup. Bonne balade de ce village ici au Havre. Et vous le voyez, vous le reconnaissez peut-être ici, Maître Coq avec Yannick Bestaven, notamment accompagné de Jean-Marie Doris. Yannick Bestaven, c'est celui qui avait remporté le Vendée Globe il y a quelques mois. Il repart demain donc pour peut-être aller chercher un nouveau titre avec cette Transat Jacques Vabre. En tout cas, oui, très belle ambiance ici au Havre à J-1 de ce départ de la Transat Jacques Vabre. Et restez avec nous sur BFM TV. Dans notre prochain journal, nous évoquerons ce retour sur Terre, ou plutôt sur mer, en Floride, de Thomas Pesquet. Ce sera ce lundi, l'astronaute français qui quittera dès demain la Station spatiale internationale après plus de 6 mois passés à bord. A tout de suite.